Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Canucks de Vancouver. Du côté des Canucks de Vancouver, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On pense entre autres au fait qu'on a changé au niveau de l'entraîneur-chef. Travis Green n'est plus maintenant et on a fait place à Bruce Boudreau, qui a été un changement quand même bénéfique au moment où Boudreau est arrivé. Il y a eu comme un bon impact sur l'organisation. On a eu une séquence de victoires qui était intéressante. Et on a changé aussi au niveau du directeur général. Et là, on y va avec M. Patrick Alvin. Donc, il y a eu du changement et la raison pour laquelle il y a eu du changement, c'est que les Canucks se sont améliorés comparativement à la saison 2020-21 en 2021-22, mais c'est peut-être pas ce qu'on s'attendait comme amélioration du côté des Canucks. On s'attendait peut-être à un petit peu plus. Il n'y a pas eu que du négatif dans la saison, qu'on s'entende, il y a eu quand même du positif, mais la performance globale de l'équipe a été en dents de scie toute l'année et c'est ce qui fait qu'on a manqué les séries encore une fois. Et ça, c'est problématique du côté des Canucks de Vancouver parce qu'on a quand même des gros noms qui sont déjà à la mi-vingtaine dans certains cas, début vingtaine, donc qui sont déjà connus LNH. Il serait temps que cette équipe-là performe. Finalement, par contre, on a pu découvrir Thatcher Demko. Et ça fait du bien. Demko a été solide cette année. C'est un jeune prospect que ça faisait un bout de temps qu'on attendait du côté de Vancouver. Finalement, il a réussi à s'établir et ça, on est vraiment content à ce niveau-là. On a eu une saison qui a été exceptionnelle pour certains joueurs, dont entre autres JT Miller, 99 points. Damn! Et ça, en plus d'avoir été le troisième meilleur pointeur en avantage numérique de toute la Ligue nationale avec 38 points en avantage numérique pour ce qui est de JT Miller. Donc bref, il y a des points positifs, mais il y a eu aussi un peu de négatif. Dans le négatif, on peut compter entre autres, je crois que c'était Bowser, ouais, Brock Bowser, une saison qui est un petit peu décevante du côté de Brock Bowser. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est sur la liste des blessés en ce moment. Là. Je ne veux pas induire personne en erreur, mais il me semble qu'il est sur la liste des blessés. Et dans son cas, à lui, il y a eu de la mortalité dans sa famille. Donc, Brock Bowser a connu une saison de 46 points en 71 matchs, 23 buts, 23 passes. Ça a été difficile par moments en lien avec des situations personnelles de son côté à lui. Une saison plutôt décevante aussi pour ce qui est de Oliver Ekman-Larsson, 29 points en 79 matchs. Quand on a été chercher, on n'a pas été chercher un défenseur qui fait 30 points. On s'attendait un petit peu plus que ça. Donc, bref, il y a eu des saisons un petit peu décevantes, mais il y a eu aussi des points positifs, fait quand même. On va passer en revue le tout. Pour la saison 2020-21, les Canucks de Vancouver, c'est 23 victoires, 29 défaites, 4 défaites en prolongation pour un total de 50 points. On avait terminé 24e dans la LNH. D'où pourquoi je vous dis on s'est quand même amélioré. On est 18e dans la LNH. Mais c'est une amélioration qui n'est pas suffisante du côté des Canucks de Vancouver. Fait anecdotique, c'est que du côté des Canucks de Vancouver, quand on a été chercher JT Miller, on a été chercher pour améliorer notre avantage numérique et ça a marché. Pour la saison 2021-22, les Canucks de Vancouver, c'est 40 victoires, 30 défaites, 12 défaites en prolongation pour un total de 92 points, ce qui nous donne la 10e position au niveau de la conférence de l'Ouest et la 18e position au niveau de la LNH. C'est une saison, comme je dis, qui n'était pas à la hauteur des attentes. Une moyenne de but marqué de 3.00, donc c'est quand même une bonne moyenne de but marqué. Un 2.82 de moyenne de but encaissé, mais il faut absolument mentionner la prestation de Thatcher Demko, un jeune prospect qu'on attendait depuis longtemps du côté des Canucks. En 64 matchs, 2.72 de moyenne, 915 d'efficacité. Une très bonne saison pour le jeune Demko et c'est notre gardien de but d'avenir et ça, on est content. Avantage numérique quand même à 23.5%, c'est un excellent avantage numérique du côté des Canucks de Vancouver. Un désavantage à 74.9, un peu plus laborieux au niveau défensif du côté des Canucks. Bon. Et d'ailleurs, un fait anecdotique, c'est que les lignes et les paires ont énormément changé pendant la saison. Il n'y a pas eu une immense stabilité. La plus grosse stabilité qu'il y avait eu, c'était Oliver Ekman-Larsson qui jouait avec Philippe Maillard. Ça a été la paire de défenseurs la plus utilisée du côté des Canucks. Mais pour le reste, ça a bougé énormément, leur alignement. Donc, on a essayé un paquet d'affaires différentes. Est-ce que Bruce Boudreau va être capable d'amener tout ce beau monde-là dans une même direction? C'est ce qu'on souhaite du côté de Vancouver, that's for sure. Alors, on a terminé 10e dans l'Ouest, 18e dans la conférence. Et bien sûr, on ne participe pas aux séries éliminatoires. Le meilleur en termes de but, les meilleurs en termes de but auront été JT Miller et Elias Pettersson, les deux avec 32 buts, mais on parle d'un total de 3 marqueurs de 30 buts ou plus dans l'organisation des Canucks l'année passée. Fait que t'as quand même un potentiel qui est pas pire. Puis là encore là, tu sais, 23 buts pour Brock Bowser, on n'était pas si loin. Fait que t'avais un potentiel de marquer beaucoup de buts dans cette équipe-là, mais c'était peut-être pas assez réparti, donc ça va expliquer pourquoi j'ai fait mon alignement d'une certaine manière à essayer de répartir l'attaque.
On va dire ça comme ça. Le meilleur en termes de points aurait été JT Miller, 99 points. Et fait anecdotique, autre que on voulait améliorer l'attaque, on voulait améliorer l'avantage numérique quand on a été chercher, c'est qu'il y a beaucoup de fans des Canucks qui trouvaient qu'on avait payé vraiment cher pour avoir JT Miller. Aujourd'hui, force est d'admettre, il en vaut la peine. Fait que, bref, pour les fans qui étaient peut-être un peu sceptiques au moment où il y a eu la transaction avec les Rangers, c'est un joueur qui est un atout primordial dans l'organisation en ce moment. Le meilleur défenseur à caractère offensif, et ça c'est important de le mentionner, aurait été Quinn Hughes. 76 matchs, 68 points, meilleure saison en carrière pour ce qui est de Quinn Hughes, plus 10 en termes de différentiel. Mais c'est une défensive qui est assez laborieuse dans sa zone. Avec les Canucks, c'est pas une défensive très solide, mais on va voir qu'est-ce que Bruce Boudreau va être capable de faire avec une saison complète avec cette équipe-là. Ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca, les 3 espoirs du alacoupe.ca qui nous sont fournis par notre chroniqueur Alex Delcourt. Pour le texte complet, je vous invite à aller sur le alacoupe.ca pour avoir plus de détails sur ces espoirs-là. C'en est 4. Normalement, c'était 3. Mais on a eu de la difficulté à se décider. Et la raison pour laquelle on a eu de la difficulté à se décider, c'est on a 2 espoirs qui sont un petit peu plus vieux. Fait qu'on y a été avec 2 jeunes espoirs, puis 2 espoirs qui sont comme short espoirs, disons. Alors, on y va avec le gardien de but Spencer Martin, un gardien de but de 27 ans qui a évolué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée. 25 matchs, 2,43 de moyenne, 914 d'efficacité. Bonne saison, mais il a été blessé malheureusement, donc il a manqué des matchs à cause de ça. Il y a eu 6 matchs dans la LNH, 1,75 de moyenne, 950. Ok, c'est tape à l'œil, mais c'est juste 6 matchs, ok? On va se calmer. Et dans son cas, à lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gardien qui a fait à peu près tous les niveaux possibles. Puis il a joué longtemps dans la Ligue américaine. Il a joué dans la ECHL aussi. C'est un gardien qui arrive vraiment pas par la grande porte dans la LNH, mais ça se pourrait très très bien qu'il soit l'auxiliaire officiel dès cette année. Parce qu'on a fait l'acquisition de Delia, qui nous arrive de Chicago, qui est peut-être pas très convaincant au niveau LNH. Puis on a dit Pietro que ça a été compliqué l'année passée au niveau LNH. Fait que ça se pourrait que Spencer Martin soit l'auxiliaire de Thatcher Demko dès cette année. Puis en plus, Di Pietro, il est jeune, c'est un espoir de l'organisation. Est-ce que tu veux vraiment qu'il goal 20 quelques matchs, tu sais? Tant qu'à ceux qui soient partants dans la Ligue américaine au lieu de bencher dans la LNH. Ensuite de ça, on y va avec un espoir qui est très attendu du côté des Canucks de Vancouver. Le point d'interrogation qu'on a toujours, c'est son adaptation par rapport au nouveau style de jeu. Donc, son adaptation chez les Canucks, une nouvelle équipe, une nouvelle ligue, mais il jouait dans la 2e ligue la plus forte au monde, et j'entends ici la KHL. C'est Andrei Kuzmenko, un ailier gauche de 26 ans, qui vraiment a dominé dans la KHL. On parle d'un gars qui a 45 matchs, 20 buts, 33 passes pour 53 points. Vous connaissez peut-être un peu la réputation de la KHL, mais on n'aime pas trop faire jouer les plus jeunes, puis on aime donner beaucoup de temps de glace aux gars de 30 ans. Fait que lui, il a réussi à s'imposer au niveau de la KHL. C'est un joueur qu'on considère comme étant très offensif, un bon marqueur, également un bon passeur, qui est capable de se créer lui-même de l'espace sur un point de vue offensif. OK, c'est pas un gars que tu veux dans ta zone, mais au niveau offensif, c'est un gars qui est capable de provoquer énormément de choses. Et d'ailleurs, parce qu'il a joué contre un haut niveau de hockey, avec de la rudesse, avec du physique, et qui a réussi quand même à s'imposer, moi je le mets directement top 6 en partant. Boum! Peut-être que je me plante bien raide, mais je le mets quand même top 6. En termes de 3e espoir, ben là, on y va avec un jeune. On va parler ici de Linus Karlsson, un joueur de centre de 22 ans qui a évolué au niveau de la Ligue d'élite en Suède l'année passée. 52 matchs, 26 buts, 20 passes pour 46 points. Dans le cas de Linus Karlsson, on parle d'un gars qui a un très bon tir sur réception, des bonnes mains, et c'est un gars aussi qui aime se créer de l'espace, tout comme Kuzmenko. C'est un joueur qu'on pourrait voir craquer au niveau de l'alignement LNH cette année, comme il pourrait aussi jouer au niveau de la Ligue américaine. C'est possible. C'est pas un gars qui a une place assurée du tout au niveau LNH, mais c'est un gars qui pourrait peut-être avoir sa chance cette année. Et en termes de dernier espoir, 4e espoir, on va y aller avec Jack Radbon, un défenseur de 23 ans qui a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. En 39 matchs, il a 10 buts, 30 passes, 40 points. C'est quand même très bon du côté de Radbon. C'est un défenseur qui est à caractère offensif, qui aime ça se porter à l'attaque et qui fait une excellente première passe. Et un fait anecdotique, c'est que dans mes 3 paires, mes 3 défenseurs offensifs sont à gauche, puis mes défensifs sont à droite. Mais ça, c'est la structure des Canucks. Je veux dire, je vis avec ce que les Canucks ont comme genre de joueur. Alors ça, ici, c'est en fait un alignement que je vous propose. Mais là, au niveau de l'alignement, on va pas se mentir, ça l'a bougé beaucoup
lors de la dernière saison. Fait que je trouve que c'est difficile de voir s'il y a des bonnes complicités entre les joueurs. C'est sûr que un gars comme Bo Horvat a joué pas mal avec Peterson. Puis ça l'allait bien. Mais, tu sais, JT Miller est un excellent centre. Peterson peut jouer à l'aile. Bo Horvat est un centre. Fait que c'est jouable. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est mettre comme 3 lignes d'attaque qui sont capables de produire. Ce qui fait que ça ne met pas trop de pression sur une des lignes. Fait que ça, c'est ma structure que j'ai essayé de faire. Puis au niveau des défenseurs, j'ai essayé d'y aller avec un offensif, un défensif. Pour essayer d'avoir comme une espèce de balance. Puis au niveau des gardiens de but, je pense que la structure est assez claire. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de gros points d'interrogation. Alors, on va commencer ici à l'aile gauche et on y va avec Tanner Person, 34 points, 68 matchs l'année passée. Mais c'est un trio qui a été utilisé quand même à quelques reprises. Donc, c'est des gars qui se connaissent. Person, Miller et Garland. Fait que, Garland, en fait, c'est un anglophone, donc Garland. C'est des gars qui se connaissent déjà, donc c'est-à-dire qu'ils ont joué quand même ensemble. Mais le pourcentage d'utilisation de ce trio-là n'est pas très élevé. Mais il reste que, bon, ils ont déjà joué ensemble. 34 points, 68 matchs l'année passée pour ce qui est de Tanner Person, qu'on fait jouer avec JT Miller, 99 points en 80 matchs l'année passée. Il a été une pure domination en avantage numérique, ce gars-là. Mais il faut dire qu'en termes d'avantage numérique, on est assez brutal là, du côté des Canucks. Quand tu penses à un gars comme JT Miller, après ça, Elias Peterson, Quinn Hughes, tu as quelque chose pour distribuer la rondelle dans l'équipe. Et qu'on fait jouer avec Connor Garland, donc une petite peste, un joueur très rapide, mais qui aime beaucoup se promener avec la rondelle en zone offensive. 52 points, 77 matchs l'année passée. C'est des gars qui sont capables de produire offensivement. Puis ça, je pense que c'est assez intéressant. En termes de deuxième ligne, ben là, j'ai décidé d'y aller avec Kuzmenko, qui nous arrive de la KHL. Donc, il est défini comme étant un très bon marqueur. Alors, ça peut être intéressant de l'utiliser avec un gars comme Elias Peterson, qui est capable à la fois de marquer et aussi de faire des jeux. Elias Peterson, c'est un joueur qui est pas mal très porté à l'attaque. Kuzmenko, c'est un gars qui est très porté à l'attaque. Et j'ai ajouté à ça Naz Hollander, qui est un gars très porté à l'attaque. Fait qu'on s'entend, c'est pas une ligne qui est responsable. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de faire jouer cette ligne-là contre les meilleures lignes de l'autre côté. Puis d'ailleurs, les Canucks ont comme pour tradition d'utiliser Bo Horvat contre les meilleures lignes de l'autre côté, parce que Bo Horvat est un joueur qui est responsable dans les deux sens de la patinoire. Fait que ça serait probable que cette ligne-là soit la troisième, Bo Horvat soit la deuxième. T'sais. Fait que, bref, on peut jouer avec ça. Kuzmenko, qui est un bon marqueur, mais c'est un gars qui est capable aussi de se créer de l'espace, puis ça c'est intéressant. Et Elias Peterson, qui est un bon marqueur, mais qui est un gars qui est capable aussi de créer des jeux. Et dans le cas de Naz Hollander, c'est 18 points, 60 matchs l'année passée. Hollander avait connu un bon training camp l'année passée. Puis honnêtement, il avait surpris du côté des Canucks. On avait confiance en lui. On pensait vraiment que c'était un gars qui allait peut-être taper à l'œil pendant la saison. 18 points, 60 matchs, non. Il n'a pas tapé à l'œil. Mais il a un bon potentiel offensif quand même. Fait que bref, on va essayer d'y donner une autre chance, mais on le fait jouer avec des éléments très offensifs. Donc à ce moment-là, si la production vient pas, va falloir revoir un peu le processus avec lui au niveau de son développement. Mais là, de le faire jouer avec deux gars qui sont très offensifs, je pense qu'on essaie de favoriser son éclosion au niveau de la production offensive. En termes de troisième ligne, j'y étais avec Podkozin, quelque chose comme ça. C'est 26 points, 79 matchs l'année passée. C'est un joueur que je connais peut-être un peu moins. Bo Horvat, 52 points, 70 matchs l'année passée. Un bon capitaine. C'est un gars qui est capable de s'impliquer physiquement, défensivement, offensivement. Il a un bon tir. C'est pas le meilleur playmaker, mais c'est quand même un gars qui est capable de faire des jeux. Fait que c'est un gars qui est bon à peu près tout dans ce qu'il fait. Fait que tu as déjà JT Miller qui est très offensif, Peterson qui est très offensif. Fait que tant qu'à ça, aussi bien avoir un Bo Horvat qui est responsable dans les deux sens. Qu'on fait jouer avec le nouveau Linus Karlsson. Linus Karlsson, c'est quand même 22 ans. C'est un joueur de centre, mais je me dis pour commencer à LNH, parce qu'il évolue au niveau de la Ligue d'élite de Suède l'année passée, je le mettrais à l'aile. Un peu moins de responsabilité. Ça veut pas dire qu'il prendra pas aucune mise au jeu. Ça peut toujours être amusant de le faire prendre quelques mises au jeu pour essayer de le tester au niveau certes des mises au jeu, mais avec des joueurs de la LNH et non avec des joueurs de la Ligue de Suède. Puis de jouer avec Bo Horvat, ben c'est intéressant parce que c'est un gars qui est responsable. Donc à ce moment-là, il va pouvoir se porter à l'attaque avec Podkin. Puis ça va être. Ah, je l'ai bien dit. Podkin. Donc, il va pouvoir se porter à l'attaque avec Podkin. Puis, Bo Horvat va être capable d'être responsable dans l'autre sens. Donc, ça va leur donner une certaine liberté. Je trouve ça assez intéressant. 46 points, 52 matchs dans la Ligue d'élite de Suède l'année passée pour ce qui est de Karlsson. Ensuite de ça, en termes de quatrième ligne, ben ça, c'est des joueurs qui sont plus des joueurs de profondeur. Donc, on y va avec Dickinson. C'est 11 points, 62 matchs l'année passée. Avec Joshua. Joshua, c'est un gars qui nous arrive de Saint-Louis. Son petit nom, Dakota Joshua.
Dakota Joshua, il a évolué un peu partout. C'est un gars qui a fait essentiellement une carrière Ligue américaine. C'est un joueur qui est fort physiquement, qui a pas peur de se battre, un gars qui s'impose au niveau de son jeu intense. Et Curtis Lazar, qui est un joueur plus rapide, polyvalent, défensif, mettons, pas très offensif. 16 points en 70 matchs l'année passée. En termes de scratch, on y va avec Drias et Mekiev. Et dans le cas de Mekiev, lui, c'est un gars qui nous arrive de Toronto, puis il a connu une bonne saison l'année passée, là, quand même 32 points en 53 matchs. C'est un bon ratio point par match. Sauf que il est blessé et il est marqué à la semaine. Fait que j'assume, puis sa blessure est fin septembre. Donc je me dis, je sais pas s'il va être prêt pour le début de la saison. Fait que comme j'ai pas eu la confirmation qu'il est prêt pour le début de la saison, je l'ai pas mis dans l'organisation. Mais c'est un gars qui aurait sa place au niveau de l'alignement régulier. Dès qu'il est en shape, il va être là. En termes de défenseurs, cette fois-ci, ben, comme je vous ai dit, on y va avec des défenseurs à caractère offensif du côté gauche puis défensif du côté droite. On y va avec Quinn Hughes, c'est 68 points en 76 matchs l'année passée. Quinn Hughes, c'est un gars qui est vraiment pas responsable dans sa zone, mais mon Dieu, qui se porte tout le temps à l'attaque. Il est capable de provoquer beaucoup de choses, il distribue bien la rondelle, c'est un gars qui est capable de créer des opportunités, de stimuler l'avantage numérique. Donc bref, c'est un défenseur à caractère offensif du côté de Quinn Hughes. Qu'on fait jouer avec Tyler Meyer, dans son cas à lui, c'est 18 points en 82 matchs. Ok, fine. C'est un défenseur qui est peut-être un petit peu plus intéressant défensivement qu'offensivement, mais on s'attendait quand même à une production offensive un peu plus poussée que 18 points pour Tyler Meyer. Par contre, c'est un gars qui a quand même bien paru dans la mesure du possible dans une défensive qui est assez poreuse. Fait que ça, c'est intéressant du côté des Canucks de Vancouver pour le faire évoluer avec ton défenseur qui est le plus à caractère offensif. En termes de deuxième paire, on y va avec Oliver Ekman-Larsson, c'est 29 points en 79 matchs l'année passée. Oliver Ekman-Larsson, c'est un défenseur plus intelligent qui aime se porter à l'attaque. C'est un gars qu'on s'attendait à une contribution plus élevée que 30 points, disons, quand on a été le chercher. On l'a payé cher, fait qu'on s'attend à une plus grande production de son côté à lui. Qu'on fait jouer avec Luke Shen, c'est 17 points en 66 matchs l'année passée. C'est un défenseur plus défensif dans le cas de Luke Shen. Et là, par la suite, dans ma troisième paire, j'y vais avec Jack Radbon, un défenseur de 23 ans qui a joué 9 matchs au niveau de la LNH l'année passée. Aucun point pendant ces 9 matchs-là, mais quand même. Et là, je le mets pas avec certitude dans le cas de Radbon. Pourquoi? Parce que Travis Dermott, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est blessé au jour le jour. Fait qu'il y a des fortes chances qu'il joue le début de la saison. Fait que moi, je l'ai inséré par plaisir de mettre un jeune, mais il y a des bonnes chances que ce soit Dermott qui soit dans l'alignement et non Radbon. Mais ça, tout dépendamment de comment les choses vont se développer d'ici le début de la saison. Et par la suite, en termes de dernier défenseur, on y va avec Pullman, un gros défenseur. En termes de scratch, bon, il va avec Travis Dermott qui est sur la liste des blessés, mais je pense qu'il est au jour le jour si je ne fais pas erreur, et Baroff. Maintenant, les trois gardiens de but. Du côté des trois gardiens de but, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une position qui est assez solide avec Thatcher Demko. C'est après que ça devient plus un point d'interrogation. Alors, on va commencer avec Thatcher Demko, 64 matchs l'année passée, 2,72 de moyenne, 915 d'efficacité. Une très bonne saison pour Thatcher Demko l'année passée. Finalement, on a réussi à s'établir, puis ça, c'est quelque chose qui met en confiance le reste de l'organisation, qui leur permet entre autres de se sentir à l'aise, d'aller peut-être plus à l'attaque, donc de se porter un peu plus à l'attaque. Mais il va falloir quand même que Bruce Boudreau resserre le style de jeu défensif de cette équipe-là, parce que ça n'a pas de sens leur jeu défensif quand c'était pas vargeux. Ensuite de ça, en termes de deuxième gardien de but, ben là, on en a déjà parlé tantôt. On y va avec Spencer Martin, un gardien de but de 27 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine, mais dans la LNH, on parle de 6 matchs, 1,75, 950 d'efficacité. C'est un gardien de but qui a des attributs athlétiques, mais qui est vulnérable aux blessures. Fac, en espérant qu'il reste en santé, mais en tant qu'auxiliaire à 20 quelques matchs, je pense que tu as plus de chances de l'avoir pour toute la saison. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, on y va avec Delia, qui nous arrive de Chicago l'année passée. 8 matchs dans la LNH, 3,85 de moyenne et 899 d'efficacité. Et comme je vous ai dit, dans le cas de Di Pietro, je pense qu'on préfère le garder dans la Ligue américaine plutôt que de le faire bencher dans la LNH. Mais, who knows comment on va gérer les choses, mais je pense bien qu'on va y aller dans cette optique-là. Alors, de manière générale, il y a quand même beaucoup de changements du côté des Canucks de Vancouver et du changement que j'aime peut-être un petit peu moins parce que ça l'amène aussi de l'incertitude. Alors, c'est quelque chose que je suis pas certain pour ce qui est de l'auxiliaire des gardiens. Dans le cas de Kuzmenko, on pense qu'il va bien s'adapter à l'NH. On s'attend à peut-être pas Kaprizov, mais qu'il y a une adaptation à la Kaprizov, donc qui vraiment réussit à s'implanter facilement et rapidement au niveau de la LNH.
Mais ça reste à voir parce que des fois l'adaptation est plus difficile et là, moi, il joue un rôle important. Dans le cas de Mekiev, ben ça peut être intéressant à ce moment-là. Si jamais il y en a un qui déçoit, on peut l'insérer au niveau de l'alignement. Ça ne devrait pas être trop problématique. J'ai inséré des jeunes. Hoglander est assez décevant. Donc, il y a des éléments dans cet alignement-là que moi, je ne suis pas vraiment en confiance. Et j'ai de la difficulté à croire, même sous Bruce Boudreau, que cette organisation-là est une organisation qui est dominante. Si on considère qu'elle a terminé 10e dans la conférence de l'Ouest l'année passée, c'est une équipe qui, je pense, peut encore courir pour une place en série, mais j'ai de la difficulté à croire que c'est une équipe qui est confortable en série. Mais sait-on jamais, si Thatcher Demko nous sort toute une saison de fou, que toute cette équipe-là se resserre défensivement puis qui joue en groupe, ça pourrait être une équipe solidement en séries éliminatoires, mais d'après moi, c'est une équipe qui, à la limite, va courir pour une place en série. Alors, d'après vous, les Canucks de Vancouver vont terminer où? Est-ce que c'est une organisation qui va courir pour une place en série? Est-ce que c'est une organisation qui va finir dans la cave ou qui est sûre d'être en série? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime, mais on partage aussi pour être un maximum de hockey fans à se jaser. Et on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 de la LNH. D'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très prochainement. Bye bye!